Le 18 janvier 1793, après rectification, les résultats tombent. 387 députés votent la mort du roi Louis XVI, aucun ne vote l'acquittement. Beaucoup de ceux qui ont voté la mort du roi l'ont fait par peur ou par lâcheté. Un climat de terreur régnait déjà. Lors du procès, qui fut un simulacre de justice, les députés ne trouvaient pas nécessaire d'apporter les preuves de ce dont on accusait Louis XVI. Le rapporteur ponctuait chacune de ces accusations par « il n'est pas permis d'en douter ». Bon, ne doutons pas alors. Le lendemain, le 20 janvier, un débat s'ouvrit sur un éventuel sursis demandé par certains. En vain, le sursis fut rejeté. Garat, ministre de la Justice, s'en alla au temple notifier au roi son jugement de mort dans les 24 heures. Le roi savait qu'il allait être condamné, mais il ne craignait pas la mort. Il s'y était préparé. Ses proches remarquèrent que depuis l'annonce de la sentence, son visage se transforma. Il fut comme transfiguré. Il souffrait depuis plusieurs mois d'être séparé de sa famille. Toute communication lui était interdite depuis le 11 décembre 1792. Il souffrait également de ne pas avoir été compris, lui qui voulait le bonheur de son peuple. Ses conseils revenant de la Convention le trouvaient assis la tête dans les mains. Il s'interrogeait. Depuis 2 heures, je cherche en ma mémoire si, durant le cours de mon règne, j'ai donné volontairement à mes sujets quelques sujets de plainte contre moi. Eh bien, je vous le jure, je ne mérite de la part des Français aucun reproche. Jamais je n'ai voulu que leur bonheur. Dès son enfance, il fut mis à l'écart des affaires en cours. Personne ne crut bon de le former. Ses lacunes se traduirent par un manque d'autorité et de fermeté au début de son règne. Il pensera jusqu'à la fin que gouverner, ce n'était que vouloir le bonheur du peuple. Comme il disait au début de son règne, « L'autorité suprême n'est ni despotique ni tyrannique, mais bienfaisante et modérée. » Quand il comprit qu'il devait affirmer son autorité, il était trop tard. La veille de l'exécution, vers 20 h, il fut autorisé à recevoir les siens dans la salle à manger de son appartement. L'entrevue, surveillée de près par les municipaux, fut longue, près de 2 heures. Louis XVI demanda aux siens de jurer de ne jamais chercher à vouloir venger sa mort. Le matin de son exécution, il se leva très tôt. Assista à la messe, la commune avait accepté de faire venir dans l'appartement du roi tout le nécessaire à la célébration. À 9 h, le roi partit en direction de la place de la Révolution. Le jour était humide et froid. Un dispositif impressionnant avait été mis en place pour éviter l'enlèvement du roi ou un soulèvement populaire en faveur du roi. La veille, des femmes s'étaient rendues à la Convention pour demander la grâce du roi. En conséquence de quoi, Santerre ordonna le jour de l'exécution que les rues ne soient composées que d'hommes et d'hommes armés. Le roi arriva devant l'échafaud, se déshabilla, ouvrit sa chemise lui-même, refusa que le bourreau lui liât les mains, puis finit par accepter. Une fois sur l'échafaud, il dira : « Peuple, je meurs innocent. Je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Nous sommes le 21 janvier 1793, il est 10h22. Le couperet descend. La tête tombe. Son confesseur, l'abbé Edgevort, aura ces mots chargés d'histoire. Fils de Saint-Louis, montez au ciel. Donc ma dernière question, tu penses que le peuple, on va rester à l'échelle nationale, est-ce que le peuple a besoin d'une image forte ? Oui. Qui passe par les élections ou par autre chose, mais est-ce que le peuple peut se soulever par lui-même ? Alors, premièrement, on peut dire que le peuple a besoin d'un référent. Le peuple a toujours besoin d'un père. Le roi de France était le père. Finalement, le roi de France, il y a l'homme et la fonction. L'homme, parmi les rois de France, vous avez des hommes qui ont une vie morale droite, puis d'autres beaucoup moins. Mais il y a la fonction qui, elle, est parfaite, dans ce sens que le roi de France devait être le père de la nation. Et le 21 janvier 1793, on a tué le père. Il faut pas. Là aussi, on en revient à l'histoire de la cellule familiale. Le père de la famille France a été décapité, assassiné, parce que c'est un innocent qui a été condamné à mort. Et même si Louis XVI a dit peuple, je meurs innocent, je prie le ciel que mon sang ne retombe jamais sur la France, je pense que dans ces derniers moments, Louis XVI a dû percevoir les conséquences tragiques de sa mort qui allait conduire la France dans une chute irrémédiable. Et par ricochet,
les autres États en Europe, puisque Napoléon Ier a répandu le principe de la Révolution en Europe. Mais en fait, on aurait presque dû commencer par ça. La mort de Louis XVI, c'est la mort du père. Et à partir du moment où on a tué le père, par ricochet, on va tuer ceux qui sont en dessous. C'était qui le dernier grand homme politique français pour toi? Alors, grand d'un point de vue efficacité ou grandeur morale? Alors, grandeur morale, c'est Saint-Louis, Louis IX. C'est je vais pas dire la perfection, mais d'un point de vue génie, efficacité, Napoléon Ier. Mais d'un point de vue élévation et de perfection morale et de droiture, en tant qu'homme et en tant que chef d'État, dans l'histoire de France, c'est Saint-Louis, ça, oui. J'en ai une petite dernière qui me vient après, c'est terminé. Oh, c'est même une deuxième, troisième. Est-ce que la solution peut passer par la République et la démocratie, à ton avis? Puisque les derniers exemples ne sont pas dans ces régimes. Le problème, c'est que, bon, déjà actuellement en France et dans les autres États européens ou américains, on ne vit pas en démocratie, c'est une oligarchie. Donc déjà, là on nous rabat les oreilles avec la victoire de François Hollande, Young Leaders, la fondation franco-américaine, truc atlantiste comme Arnaud Montebourg d'ailleurs. En fait, ce sont des employés du système qui arrivent au sommet des partis politiques, qui pensent pareil, qui sont tous affiliés à des groupes de pensée mondialistes, et on a à choisir entre A, A', A seconde. Autant te dire que c'est exactement pareil. Donc là, dans la situation actuelle, il n'y a aucun espoir. Une réelle démocratie, ça existe, le cas suisse, mais pour moi, la véritable démocratie, c'est, et qui est pratique, utile, c'est lorsqu'il s'agit de sujets qui concernent la vie de tous les jours. Lorsqu'on demande, par exemple, à des habitants d'une ville s'il faut construire un tramway ou pas, là, les gens sont conscients qu'on peut effectivement avoir besoin d'un tramway, ou bien d'autres vont dire, écoutez, on a assez de bus, comme ça, bon, des choses pratiques de la vie de tous les jours. En revanche, demander l'avis à des millions de Français, donc dans le cas de la France, sur, pensez-vous, c'était le cas en 2005, que le traité Giscard est une bonne chose, les gens à 99% sont incapables de donner une réponse, parce qu'ils n'ont ni la formation intellectuelle, il fallait avoir des connaissances juridiques, historiques, politiques, pour la France, en lisant avec d'autres États, mais qui est capable de jongler avec ça. Donc en fait, je considère qu'il vaut mieux, je crois que c'est le pape Pie IX qui disait que la démocratie est suffrage universel, mensonge universel. Oui, on ne peut pas demander à des gens un avis sur des sujets élevés. La plupart du temps, ils en sont incapables, mais ce n'est pas un reproche. Il y a des sujets, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas les compétences, soit scientifiques, etc. Et donc, me demander de voter pour ou contre, ça n'a aucun sens. C'est voter, en fait, on profite de l'émotion du côté, je pense toujours à la phrase de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Et sous coup de l'émotion, on vote pour, on vote contre, alors qu'en fait, c'est jamais le résultat d'une réflexion s'appuyant elle-même sur des connaissances. Je ne crois pas en la démocratie. Non. Et tu ne crois pas à une certaine intuition qu'il peut y avoir, par exemple, en 2005, où malgré la propagande du européiste, oui, alors ça, j'y ai toujours cru. J'ai toujours cru à ce que j'appelle l'instinct de survie. C'est-à-dire que vous avez des personnes, peu importe leur origine sociale ou niveau d'études, qui sentent, il y a un instinct qui dit ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ils n'arrivent pas à expliquer, et je veux dire heureusement que ça existe, mais l'instinct est bien sur une période courte pour éviter un danger imminent. Mais on ne fait pas une politique sur l'instinct sur des dizaines d'années, il faut un esprit structuré. Mais heureusement, oui, il y a des moments où l'instinct de survie joue, et là le peuple... mais passer cet instinct, il faut quelque chose qui canalise dans le bon sens. Et pour le moment, on en est loin. C'est l'image du Père. Et des référents éternels. Attention, qu'il y ait des choses qui changent avec le temps, parce que la technique évolue, etc. C'est sûr, mais il y a des valeurs éternelles, et le Père est une valeur éternelle. Et en fait, la mort de Louis XVI, c'est la mort du Père, le Père de la Nation, et on s'en est jamais relevé, finalement. C'est un symbole très... On a tué un innocent,
et on a tué le père. Et à ce sujet, en ce qui concerne la destruction de la famille, je disais que donc la mort de Louis XVI, c'est la mort du père, mais il faut prolonger avec la destruction des tombes royales en septembre-octobre 1793, je ne sais plus la date exacte, où là on détruit les tombes des rois, reines, dauphins, etc. Ça remonte jusqu'à Dagobert, hein, donc 600 et quelques. Et en fait, on détruit le cimetière de la famille du père. C'est-à-dire que tous les parents, grands-parents, arrière-grands-parents du père de famille qui était le roi de France ont détruit en violant les tombes et en balançant les os dans une fosse commune. Donc c'est vraiment la destruction de la cellule familiale, mais aussi du souvenir de cette cellule familiale qu'on essaye de détruire, mais vraiment jusqu'au bout, sauf une tombe qu'ils n'ont pas pu réussir, qu'ils n'ont pas découvert. Et là, je vois un signe de la Providence, c'est la tombe de Saint-Louis. Ah, et là, ils se sont acharnés pour trouver la tombe de Saint-Louis, qui était donc pour eux le tyran, le despote, enfin les conneries idéologues habituels. Ils n'ont jamais pu. Bon, c'est révélateur. Mais enfin, bien comprendre que le sac des tombes royales, c'est vraiment détruire. Je m'adresse là aux personnes qui vont écouter cette vidéo. Imaginez qu'on détruise les tombes de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, grands-oncles, qu'on jette les os dans des fosses communes. Ce serait une manière de détruire vraiment votre famille, ce qui est à l'origine de votre famille, le souvenir familial. Le souvenir familial, on ne le trouverait plus parce que les tombes étant détruites. Et là, c'est pareil. Là, on a détruit la cellule du monarchique, hein, le roi, la reine, Marie-Antoinette qui est décapitée le 16 octobre 1793. On va s'acharner aussi sur les enfants et le malheureux petit Louis XVII qui normalement est mort au Temple. Il y a quelques doutes, mais enfin bon. Mais surtout, on détruit l'arrière-fond de cette famille royale capétienne, les ancêtres. Vraiment effacer la famille et les origines de la famille. C'est ça le mondialisme. Et je le déteste. Voilà. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est que vraiment ils ont l'esprit vérolé. Et le mondialisme leur fera aucun cadeau. Le roi était perçu comme le père du peuple. C'est un sacrifice rituel. Un attentat contre le roi était considéré comme un parricide. Et dans la monarchie française, le roi de France était le lieutenant du Christ, intermédiaire temporel entre le Christ, roi de France, et son peuple, le royaume des Lys. L'onction sacrée qui était faite au roi de France à Reims était justement la marque de la paternité du peuple de France attribuée au roi de France. Le père de la nation est le garant de la cohésion de la nation. Effectivement, s'il n'y a plus de père de la nation, d'une façon ou d'une autre, je ne vois pas comment la nation peut tenir debout. Le linguiste Michel Bréal, dans quelques mots sur l'instruction publique en France, écrivait « Parmi toutes les nations du monde, la France présente le spectacle d'un peuple qui a pris son propre passé en aversion. On dirait une population d'esclaves qui vient de renvoyer ses maîtres et qui ne veut plus se souvenir du temps de sa servitude. Je ne crois pas que les luttes de la fin du XVIIIe siècle et la mauvaise littérature d'une autre suffisent pour expliquer une aussi étrange répulsion. On ne peut haïr à tel point ce qu'on ignore. Et la principale raison d'un état d'esprit si peu naturel, c'est que l'imagination du peuple a gardé le souvenir amplifié de crimes et des misères du temps passé, sans qu'on ait pris soin de lui en rappeler les bienfaits et les grandeurs. L'objectif de cette vidéo est de rappeler justement les bienfaits et les grandeurs du temps passé. Plus exactement, mettre en évidence l'éducation et l'éthique de nos rois, ainsi que leurs relations quotidiennes avec le peuple français, au-delà de toute caricature républicaine.
On peut dénaturer l'histoire, mais en dehors de toute idéologie, restent imperturbables les faits, et c'est eux que nous allons écouter. Commençons avec l'un de nos plus grands rois, Louis IX, ou Saint Louis. Voici ce qu'il écrivait à son fils, le futur Philippe III le Hardi, dans son testament. « Cher fils, s'il advient que tu deviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi. C'est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes de la justice. Et s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité. Et quand tu la connaîtras, fais justice. » En Ve République, c'est plutôt l'inverse qui s'observe. Nous y voyons la continuité du roi des Hébreux Salomon, fils de David, dont nos rois comme Saint Louis continueront l'enseignement. Le jeudi saint, les rois très chrétiens accomplissaient eux-mêmes le rite du lavement des pieds, et cela jusqu'à Charles X, tout comme le faisaient et le font encore les évêques et les prêtres. Ce rite illustre la grande leçon du service fraternel, comme l'accomplissait notre Seigneur Jésus-Christ la veille de sa passion. Évangile selon saint Jean. Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste, le vainqueur de Bouvines, se promenait à pied dans les rues de Paris, où chacun l'abordait sans plus de façon. L'histoire a conservé le dialogue qui se serait engagé entre un jongleur et Philippe Auguste. L'histrion sollicite un secours du roi parce qu'il est, assure-t-il, de sa famille. « Comment es-tu mon parent » demande le roi. « Je suis votre frère, Seigneur, par Adam, le premier homme. Seulement son héritage a été mal partagé et je n'ai pas eu ma part. Viens donc demain, et je te remettrai ce qui te revient. » Le lendemain, dans son palais, Philippe Auguste apercevait le jongleur parmi la foule qui y était entrée. Il le fit avancer et lui tend un denier. « Voilà la portion que je te dois. Quand j'en aurai donné autant à chacun de nos frères descendus d'Adam, c'est à peine si de tout mon royaume, il me restera un denier. » L'anecdote manquerait-elle d'authenticité? La transmission par les contemporains n'en serait pas moins caractéristique. Au XVe siècle, on regardait le roi comme la première personne ecclésiastique. Le peuple se précipitait sur le passage du roi pour toucher le bas de sa robe comme une relique. C'est la vérité, dit Saint Gelais, en parlant de Louis XII, que par tous les lieux où le roi passait, les gens, hommes et femmes, s'assemblaient de toutes parts et couraient après lui, 3 et 4 lieues. Et quand il pouvait atteindre, à toucher à sa mule ou à sa robe, ou quelque chose de sien, ils baisaient leurs mains, ils s'en frottaient le visage, d'aussi grande dévotion qu'ils eussent fait d'un reliquaire. Il nous reste de nombreux procès-verbaux illustrant les guérisons par Louis XIV et Louis XV, lors des attouchements des scrofules. Le roi te touche, Dieu te guérisse. En 1664, on lit sous la plume du légat pontifical, à Paris le cardinal Chigi. On voit le roi de France accomplir ce prodige non seulement dans son royaume, mais dans les États étrangers. Ainsi, quand le roi Jean le Bon, ce qui voulait dire Jean le Brave, demeura prisonnier à Londres, après Poitiers, comme François Ier détenu à Madrid après Pavie, Anglais et Espagnols s'empressèrent de profiter de la bonne fortune qui mettait parmi eux un personnage dont les mains effaçaient les maladies. Quel beau, quel émouvant témoignage du prestige acquis par la monarchie française dans l'Europe entière. Dès la fin du XIe siècle, Guibert de Nogent opposa la simplicité et la bonhomie paternelle des rois de France à la hauteur et au faste des souverains étrangers. Dans les rois de France, dit-il, brille une modestie toute naturelle. Il cite à leur sujet la parole de l'Écriture qu'ils font revivre. « Prince, ne t'exauce pas, mais sois parmi tes sujets comme l'un d'entre eux. » Le palais des premiers Capétiens était ouvert à tout venant et ne se distinguait d'une mesure bourgeoise que par les dimensions. L'Anglais Walter Map y entrait comme les autres et le roi, Louis VII, l'aborde en disant « À votre prince, en parlant de la cour d'Angleterre, il ne manque rien, chevaux de prix, or et argent, étoffe de soie, mets recherchés, il a tout en abondance. À la cour de France, nous n'avons que du pain, du vin et de la gaieté. » L'ambassadeur vénitien Michel Suriano s'exprimait ainsi en 1561. « Les Français ne désirent pas d'autre gouvernement que leur roi. De là vient l'intimité qui règne entre le monarque et ses sujets, qu'ils traitent tous en compagnons. » Cette grande familiarité, note Michel Suriano, rend, il est vrai, les sujets insolents, mais aussi fidèles que dévoués. Opinion que confirme Robert Dallington, secrétaire de l'ambassadeur anglais auprès d'Henri IV.
les rois de France sont affables et familiers, plus qu'il ne convient, écrit le diplomate anglais. Mais c'est la coutume du pays. En 1577, Jérôme Lippomano, autre ministre de la République vénitienne, constate que, durant le dîner du roi de France, un chacun peut s'approcher librement de lui et lui parler, comme il le ferait à un simple particulier. Louis XIV écrivait « Il y a des nations où la majesté des rois consiste pour une grande partie à ne se point laisser voir, et cela peut avoir ses raisons parmi les esprits accoutumés à la servitude, qu'on ne gouverne que par la crainte et la terreur. Ce n'est pas le génie de nos Français. Et, d'aussi loin que nos histoires nous peuvent instruire, s'il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c'est l'accès libre et facile des sujets aux princes. C'est une égalité de justice entre lui et eux, qui les tient, pour ainsi dire, dans une société douce et honnête, nonobstant la différence presque infinie de la naissance, du rang et du pouvoir. On entrait dans le palais du roi comme dans un moulin. Les étrangers ne cessent d'en exprimer leur surprise. Le château presque dans son entier sont ouverts à tous, sans distinction de nationalité, de rang ou d'appartenance. Sont uniquement interdits les vêtements négligés et les tenues de deuil. Et le roi a donné à chacun de ses sujets le droit de s'adresser directement à lui, par écrit ou de vive voix. Une épée? Mais mon bon monsieur, auriez-vous l'intention de nous tuer? Dans notre pays, les princes portent l'épée. Et je vous conseille d'en louer une si vous souhaitez circuler librement dans le château. Vous les Français, faites tout à l'envers. Chez nous, les gentilshommes sont désarmés quand ils doivent approcher notre empereur. Mais c'est que chez vous, l'empereur n'a nullement confiance en son peuple. Bien, fils. J'allais au Louvre, écrit Locatelli, en 1665. Je m'y promenais en toute liberté. Et, traversant les divers corps de garde, je parvins enfin à cette porte qui est ouverte dès qu'on y touche. Et le plus souvent, par le roi lui-même. Il vous suffit d'y gratter, et l'on vous introduit aussitôt. Le roi veut que tous ses sujets entrent librement. L'historien Franz von Brentano nous fait part également de cette petite anecdote. L'un de mes confrères de la presse parisienne se rendit à l'Élysée et demanda au concierge de voir le président de la République. « Mais on ne peut voir ainsi, monsieur le président. Avez-vous une lettre d'audience? Que désirez-vous » ? « Je désire voir le président. » Le concierge, bon enfant, proposa au visiteur de l'introduire auprès du secrétaire de l'Élysée. Et il s'en alla annoncer au secrétaire cet inconnu qui, sans aucun autre motif, voulait voir le président de la République. « Ce doit être un fou !» s'écria le secrétaire. « C'est très dangereux. Dites-lui qu'il m'écrive pour me demander audience. » Sous la monarchie absolue, un chacun pouvait aller voir librement le roi Soleil en son palais du Louvre ou en son château de Versailles. Sous notre libre démocratie, j'avais projeté d'aller offrir mes hommages au président de la République et je ne suis même pas parvenu jusqu'à son secrétaire. En 5e République, rien n'a changé. Essayez d'aller voir le président comme jadis on allait voir le roi à Versailles, et vous verrez comment vous serez accueillis. Néanmoins, cette particularité de la monarchie française consistant à laisser le peuple approcher le souverain sans contrôle, trahit une réelle confiance établie entre le peuple et le roi. Une confiance forgée depuis des siècles. On est loin de l'image caricaturale du peuple français subissant quotidiennement la tyrannie des rois. Dans notre ère républicaine, qui n'ont de démocratie que le nom, tout hérissé d'encombrants conformismes et de multiples règlements derrière quoi le moindre détenteur de la plus minime parcelle d'autorité est heureux d'abriter son insolence ou sa marque de petit tyran, l'on a à peine à concevoir la franche bonhomie, la liberté familière de nos rois. Si un citoyen victime d'une injustice s'avisait d'aborder le président à sa promenade ou de le relancer jusque dans ses appartements de l'Élysée, pour en demander réparation, il serait saisi par des agents conduits au commissariat de police et livrés aux tribunaux pour lèse-majesté. Nos rois étaient plus accessibles, ce qui faisait dire à Bonald « Quelle haute idée nos pères ne devaient-ils pas avoir de la royauté, puisqu'ils respectèrent des rois qui mouraient au milieu d'eux, dépouillés de tout l'éclat qui les environne aujourd'hui. » L'anglais Evelyn, qui voyageait en France en 1652, mandait dans son pays. Les Français sont la seule nation d'Europe qui idolâtre son souverain. Les ambassadeurs vénitiens notent, en leur fameuse dépêche,
Les Français respectent tellement leur souverain qu'ils sacrifieraient pour lui tous leurs biens. On connaît le vers de Racine. Pour être aimé sans peine, il suffit d'être roi. Et le passage de Bossuet. Un bon citoyen aime son prince comme le bien public, comme le salut de l'État, comme l'air qu'il respire, comme la lumière de ses yeux. Rappelons aussi ce que Louis XV enseignait à son fils, le dauphin de France, après la victoire de la bataille de Fontenoy en 1745. Voyez ce qu'il en coûte à un bon cœur de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. Ce même Louis XV, jugeant inhumain l'invention d'explosifs, acheta le silence du joaillier grenoblois Antoine Dupré, en lui versant une pension de 2000 livres, on est loin d'Hiroshima et Nagasaki, au nom des démocraties et des droits de l'homme. Von Bisine visita la France en 1778 et dit « Le dernier des ramoneurs est transporté de joie quand il voit le roi. » À la veille de la Révolution, sur la route de Paris à Versailles, ce sont des cris de « Vive le roi » qui commençaient à 6 heures du matin, se continuaient sans interruption jusqu'au coucher du soleil. Ils se répétaient en tout lieu et sous toutes les formes, se glissant partout. Avec quelle intensité la nation entière ne fit-elle pas éclater son affection lors de la maladie de Louis XV? Et c'est Voltaire qui dit « Le danger du roi émut toute la France. Les églises furent remplies d'un peuple innombrable qui demandait la guérison de son roi, les larmes aux yeux. » Et même, lorsque nos rois subissaient la haine et la barbarie de certains de leurs sujets, fanatisés par quelques émeutiers et professionnels de l'agitation, leur comportement face à ces épreuves restait digne. Ce fut le cas de Louis XVI, qui écrivait ces paroles sages dans son testament, alors qu'il savait qu'il allait être exécuté par les révolutionnaires. « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve. » Son fils en question était le jeune Louis-Charles de France, qui aurait dû devenir Louis XVII après son sacre. Il fut remis entre les mains du révolutionnaire Antoine Simon. Ce dernier, prenant un malin plaisir à martyriser et humilier le jeune prince. Un jour, alors qu'il l'humiliait devant ses amis de beuverie, Simon lui demanda « Que me ferais-tu, Capet, si tes amis te délivraient et si tu devenais roi de France pour de vrai ?» Et alors cet enfant, qui n'avait même pas 10 ans, imposa le silence et le respect à tout le monde en répondant « Je vous pardonnerai ». C'est ainsi que ces deux grands rois martyrs, le jeune âge du second n'excluant pas la grandeur, se vengeaient de leurs bourreaux par leur invincible pardon. Bref, nous pourrions encore alimenter de nombreux faits montrant cette amitié du peuple avec nos rois, et nous vous invitons à ouvrir les chroniques perdues dans les archives et quelquefois dans les greniers. Loin des caricatures qui sont encore souvent enseignées dans nos écoles, nos rois n'étaient certes pas parfaits, et pour certains on pourrait peut-être leur reprocher beaucoup. Mais il est difficile de ne pas admettre que ces rois, si imparfaits furent-ils, ne faisaient qu'un avec le peuple de notre terroir de France. C'est ce qui fit notre force. Aucun président, si grand fût-il, des différentes républiques que notre pays a subies, ne peut en dire autant pour ce qui est de leurs relations distantes et inaccessibles avec le peuple de France, juste bon à voter à leurs yeux. Notre conclusion sera celle que Victor Hugo écrivit lui-même dans sa tragédie Irtamen. Quand on hait les tyrans, on doit aimer les rois. Notre jour viendra. C'est-à-dire que le roi est un intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est un moyen terme, comme on dit dans Aristote, vous voyez, et non pas du tout le premier des magistrats. C'est ce qu'à mon avis, ce que Marion a voulu dire, c'est que la monarchie a souffert, a été étouffée par la montée
des magistrats, qui ont, disons, considéré que si on ne pouvait pas jouer avec le roi, ce roi était inutile. Cela va très loin. Louis XIV lui-même a fait cette erreur. Il n'y avait pas de Premier ministre. Il a, c'est ce que dit, comment appelle-t-il, Fénelon, vous avez fait monter votre puissance, mais en réalité, c'était les serviteurs, vos ministres, qui eux-mêmes, dans les bureaux, ces fameux bureaux dont parle Balzac, typiques de l'Ancien Régime, ont tout fait. Il y a une formule du comte Gobineau qui dit « l'administration, c'est la révolution ». C'est une formule à Proksch-Osten, un diplomate autrichien, et c'est cela qui a fait la révolution, justement. C'est-à-dire que c'est la loi qui commande, non plus la personnalité. La loi, vous l'appliquez parce qu'elle est écrite. Elle ne correspond pas à une habitude. Elle ne correspond un peu comme chez nous. Nous avons cette loi maintenant sur l'homosexualité. Elle est absolument absurde, voyez-vous. Mais on l'applique parce que c'est la loi. Personne ne songe à savoir si elle est en quoi, disons, s'il y a de mauvaises conséquences. Non. On vous fait un procès d'intention et on vous dit ça a été voté. C'est-à-dire que ça a été écrit. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Et l'aristocratie chez nous a essayé, disons, de maintenir une autorité dans ces domaines, qui n'était pas celle des magistrats. Mais l'autorité, les fameux magistrats dont parle Marion, ont fait tout pour pouvoir abattre cette aristocratie, que ce soit par les batailles, que ce soit par des complots, des provocations. Vous avez les Montmorency, par exemple, qui ont été abattus chez nous à Toulouse, qui ont été décapités, vous avez la famille des Condé, vous avez la famille des Soissons, etc. Si Montesquieu a dit pas d'aristocratie sans noblesse, nous avions abattu entièrement la noblesse au moment de la Révolution française. Nous n'avions plus que des administrés. C'était une noblesse qui était une noblesse de cour, c'est-à-dire qui venait prendre ses ordres, voyez-vous, vivait de pension et non pas administrer ses propres biens. C'est pour ça que nous avons transformé tous les États qui étaient en France en véritables provinces, voyez-vous, qui étaient uniquement liés au pouvoir central, comme un corps est lié au cerveau. Mais le cerveau n'était absent dans tous les endroits de France. C'est-à-dire que ce qui était dit, ce qui était fait, ne répondait, disons, qu'à des ordres venus de l'extérieur de la province. Et je dois dire que cette formule de Wagner que je vous donne, il dit « Nous voulons un roi, nous ne voulons pas un monarque, la Louis XIV, qui soit dépendant d'une constitution. » C'est exactement ce que dit Fénelon, qui ne soit que le représentant du bureau, de Monsieur Bureau. Monsieur Bureau, c'est une expression de Balzac. Quand il vous définit l'Ancien Régime, il dit « c'est la domination du bureau, et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la succession de l'Ancien Régime. » C'est-à-dire que si vraiment il n'y a pas eu de révolution en France, quelque part c'est bien en France. Ce qu'on appelle la révolution, c'est en réalité l'accroissement, l'accélération d'un phénomène antérieur. Est-ce que vous voyez? Si vous avez peut-être l'idée, et vous aurez cette idée, M. Tortiguet nous a peut-être dit qu'on n'a jamais eu de roi en France. C'est possible, c'est fort possible. À mon avis, c'est certain. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu de véritable respect de la royauté. Bon, si Salim était là, je crois qu'il est là, mais enfin, si Salim était là, il nous dirait que c'est dans Guénon. C'est vrai que c'est dans Guénon, mais c'est également inscrit dans l'histoire, c'est-à-dire cette opposition entre le monarque constitutionnel que nous avons, la reine d'Angleterre, si vous voulez, et le roi des Belges, par exemple, voyez-vous, et la notion de roi. Le vrai roi, voyez-vous, nous l'avons eu, voyez-vous, nous n'avons plus que des fantômes, parce que justement, les gens qui nous gouvernent sont à l'image de la pauvreté que nous avons, est-ce que vous voyez? Et si nous n'avons pas, au contraire, un enrichissement de l'homme, voyez-vous, à ce moment-là, évidemment, on ne pourra pas du tout, si on n'a pas l'enrichissement de l'homme en soi, voyez-vous, on ne pourra pas, disons, espérer quelque régime que ce soit. Ça, c'est l'idée de Platon, voyez-vous, c'est une idée qui est vraie, une idée qui n'est pas enseignée, une idée qu'il faut réfléchir. Et je dirais une dernière chose encore, on a parlé du jansénisme. En effet, c'est Saint-Augustin qui a été à cette origine. La Bruyère dit, Saint-Augustin est aussi important que Platon. Alors, je sais bien que cette notion de grâce, par exemple, que les jésuites avaient, est une notion qui a été parfois trop élargie. Trop élargie. Et saint Thomas d'Aquin et les thomistes voulaient au contraire réduire ce qu'on appelle le laxisme des jésuites. Mais ce qui était une question de théologie, en France, est devenu une politique. Exactement comme quand quelqu'un manque de réflexion, il n'a plus que des réflexes, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une dégradation. Et ce qu'on appelle la Révolution française, c'est la suite
de cette dégradation. J'ai terminé. Écoutez, je vous laisse à la grâce de Dieu et je vous laisse donc déjà entre les bras de Salut. Depuis Charlemagne, les rois de France prirent l'habitude, avec un certain plaisir, de voyager sur de longues périodes à travers leur royaume. Plusieurs raisons motivaient leur déplacement. Des raisons politiques, des raisons économiques ou par simple plaisir de rendre visite à leurs sujets. Alors que les Mérovingiens préféraient rester en ville pour exercer leur gouvernement comme à Paris ou à Soissons, depuis Charlemagne, la cour des souverains devint itinérante. Le royaume n'avait pas de siège permanent du pouvoir. Charlemagne commença à se rendre aux quatre coins de son vaste empire, parcourant jusqu'à 1000 km par an. Au début du Moyen-Âge, les rois n'avaient pas de lieu fixe. Ils devaient se déplacer pour plusieurs raisons, notamment celle de devoir collecter les redevances qui, à l'époque, étaient sous forme de produits à consommer souvent sur place. En souverain, ils devaient également rendre la justice, la charité, et répondre aux sollicitations et aux revendications de leurs sujets. Dès le XIIe siècle, les redevances allaient devenir de l'argent. Ainsi, le rôle de collecte fut confié à des intendants. Désormais, le roi allait gérer son royaume à distance. Le roi se déplaçait pour se montrer et se faire aimer de ses sujets. Il n'était pas seul, loin de là. Très souvent, ce cortège atteignit près de 10 000 personnes. Ils étaient courtisans, serviteurs, gens du conseil du roi. Étaient également du voyage les animaux, le linge, la vaisselle, les meubles, bref. Le palais ou le château était littéralement vidé et tout ce monde faisait bonne route à travers le royaume. En 1319, Philippe V le Long a changé de domicile 81 fois. Le meilleur exemple est le grand tour organisé par Catherine de Médicis pour montrer son fils Charles IX. La cour a parcouru 4000 km en 27 mois entre 1564 et 1566. L'arrivée d'un roi dans une ville était une fête incroyable. Ces festivités nécessitaient une grande organisation. La ville réquisitionnait les logements. C'est ainsi qu'un bourgeois eut l'honneur d'héberger un marquis. Le marquis de Salus arrive à Marseille, on l'envoya chez moi, et pour le loger avec sa suite, il fallut percer ma chambre et établir la garde-robe dans la chambre du compère Montavant. Ils firent la cuisine dans la maison du sieur Bélier, de sorte qu'ils encombraient partout. Le marquis dormait dans ma chambre et mangeait dans ma salle, et je vous assure que sa suite était si importante que dans toute la cour il n'y avait point sa pareille. Ces visites royales étaient une occasion pour les provinces de faire le grand ménage, les réparations et les entretiens comme ceux des fossés, des châteaux, des écuries, des parquets, et ainsi être en mesure de recevoir de tels hôtes. Chaque roi avait sa résidence préférée. Jusqu'à Charlemagne, Paris était la ville de résidence. François Ier aimait le bon air du Val-de-Loire où il y fit construire de magnifiques châteaux, comme Chambord, son préféré. Louis XIII préférait le Louvre. Il en fera d'ailleurs sa résidence officielle même s'il avait un faible pour Fontainebleau. Louis XIV aimait voyager à travers son royaume. Il entreprit d'ailleurs lui aussi un grand tour en 1650. Il visita 15 provinces. Son retour dans la capitale allait marquer l'une des dernières entrées triomphantes avec décors, statues, cadeaux, échanges de serments, processions, festins, divertissements. En 1682, il allait faire de Versailles un château d'État et y installera son gouvernement. À la mort du roi Soleil, Versailles se vida et Paris redevint le centre des courtisans. Au XVIIIe siècle, la mode n'était plus au déplacement. Quelque peu délaissé depuis Charlemagne, Paris allait redevenir le centre de toutes les attentions à partir de 1789. La République contre le peuple. La République, elle l'a montré au fur et à mesure de l'histoire. Dans les guerres, elle a mobilisé le peuple au-delà même de tout ce qui était possible et autorisable. Par exemple, sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, on n'appelait pas tous les citoyens ou tous les sujets à aller se battre. On ne les envoyait pas à une mort parfois certaine. On ne prenait pas les Français pour de la chair à canon. La République n'a pas hésité. Tout comme elle n'a pas hésité aussi, alors que les rois sont tombés souvent. Que ne leur a-t-on reproché? Télémaque XVI, disait-on de Louis XVI, sont tombés parce qu'ils ne voulaient pas faire couler le sang du peuple. Le roi était le père du peuple.
La République se voulait le peuple et elle a fait tirer sur ceux qui en étaient pourtant les véritables éléments. N'oublions pas que du directoire, de la Convention thermidorienne au directoire, ce sont nombre de manifestations ouvrières, d'artisans qui ont été tirées par les républicains. N'oublions pas que c'est Napoléon qui établit un livret ouvrier, une véritable surveillance. Alors vous me direz aujourd'hui, on a aussi nos lois de surveillance. Une véritable surveillance, une véritable loi des suspects, comme on l'a appelé, pour les travailleurs. Et puis, n'oublions pas que autant les monarques étaient tombés pour ne pas avoir fait tirer ou avoir voulu faire tirer, autant les républiques n'auront pas ce genre de timidité. En juin 48, en mai 1871, la République tire, massacre, extermine ceux qui s'opposent à elle sur les barricades. Sans doute, cela n'était-il pas très intéressant? Sans doute était-ce des exaltés? Sans doute. Néanmoins, comme le disait Louis XV, le sang des Français qui coule, c'est toujours le sang des hommes, d'une certaine manière. Et les rois avaient plus de respect pour le peuple réel que la République qui nous parle d'un peuple légal. Parti pour Berlin, la fleur au fusil, et dans le plus complet désordre, les paysans français furent rapidement victimes d'un des plus grands massacres du XXe siècle, qui se révélera particulièrement riche en la matière. En 1918, après 4 ans de furieuses batailles et d'atroces boucheries, 3 millions de paysans sont mobilisés, soit 60% du recensement de 1910, et quand le 11 novembre 1918 survint l'armistice, il y avait 1,5 million de morts, dont 20% de Bretons. La République cherchait-elle à éliminer les fils de Chouan? On peut se poser la question. Et d'innombrables blessés et estropiés à vie. Comme l'écrivit Henri Servienne dans sa Petite Histoire de France, on peut labourer les friches et reconstruire, mais les pertes humaines sont irréparables. Toute une génération ardente et généreuse, une jeunesse d'élite était disparue. Elle ne fut pas remplacée, et l'élan du pays fut brisé. Car le problème était bien là. À l'époque des rois, il n'y avait pas de mobilisation générale. Au Moyen-Âge, seuls les nobles et les seigneurs avaient le droit de faire la guerre. Plus tard, c'est un système de recrutement dans les campagnes qui permit de grossir les rangs des régiments en fonction des besoins de l'armée. Le paysan avait le choix d'aller se battre ou non. Avec l'arrivée de la République, c'est la conscription qui règne. De 18 à 60 ans, on peut être envoyé à la mort, depuis la fameuse levée en masse des 300 000 hommes en 1793, contre lesquels s'était insurgée la Vendée. Du reste, quand on n'a plus d'hommes, on mobilise les adolescents, comme le fera Napoléon, avec ses Marie-Louise, qui seront décimées à Leipzig. Anatole France dénonçait lui-même ce système en ces termes. La honte des républiques et des empires, le crime des crimes sera toujours d'avoir tiré un paysan de la paix dorée de ses champs et de sa charrue, et de l'avoir enfermé entre les murs d'une caserne pour lui apprendre à tuer un homme. Ces guerres souvent plus idéologiques qu'utiles coûtèrent 7 invasions, de plus en plus ruineuses et déchirantes. Seule la période monarchique qui va de 1815 à 1848 représentait une période de paix et de libération en supprimant le service militaire obligatoire. À part cette transition, la République n'apportait que guerre, lutte civile et misère. C'est donc au nom de la liberté et des droits de l'homme que le Français de 1914 avait perdu sa liberté d'aller ou de ne pas aller à la guerre. Depuis la plus haute antiquité, il n'y a pas de régime au monde qui ait fait massacrer autant d'hommes que les républiques en France, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsque les Spartiates en danger avaient fait appel aux Ilotes, ils ne se comportaient pas plus ignominieusement envers eux que l'ont fait les républiques avec les combattants de la Grande Guerre. Dans un numéro du Touring Club de France, Yvan Christ a décrit les Invalides, créés par Louis XIV pour les anciens combattants qui n'étaient, à cette époque-là, que des mercenaires, et que l'on traitait avec 1000 fois plus d'égard que les anciens combattants d'aujourd'hui. L'humanité des rois de France était telle que Louis XV fut après Fontenoy plébiscité comme grand humaniste européen, grâce au fait qu'il fit soigner avec grande attention tous les blessés ennemis, jusqu'à mettre à disposition son propre médecin. De 1914 à 1919, la République a traité les blessés comme s'ils étaient pis que des galériens. Des boiteux, des blessés de la face, du ventre, des trépanés étaient brutalement renvoyés au front et s'entendaient dire
Quand vous y serez, vous vous ferez évacuer. Il fallait des hommes. Des prisonniers à leur tour passèrent en conseil de guerre, comme étant suspects de s'être rendus. De 1919 à 1940, et même ultérieurement, les blessés de guerre ont été traités comme du bétail. Nombreux sont ceux qui ont été dépouillés au passage de certificats d'origine de blessures et autres pièces qu'ils n'ont pu récupérer. On leur marchande un pourcentage d'invalidité comme un morceau de sucre en temps de disette. De grands blessés qui traînèrent leur misère durant plus de 50 ans n'ont même pas et n'auront jamais la Légion d'honneur réservée à des chanteurs, banquiers, comiques ou serviteurs du régime. On se demande ce que penserait Louis XIV qui avait créé les Invalides pour le respect de ses soldats. Et Napoléon pour qui la Légion d'honneur devait récompenser surtout les faits de guerre. Toutes les grandes civilisations du monde, qu'elles soient égyptiennes, sumériennes, mésopotamiennes, gréco-romaines, celtiques, mayas, etc., toutes ces civilisations qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'admiration et de mystère, avaient tout un point commun. C'étaient des monarchies, ou institutionnellement proches d'une monarchie. Comme le disait si bien Vladimir Volkov, la monarchie est un système politique qui a produit, entre autres, la civilisation égyptienne, la culture perse, la Grèce archaïque, l'Empire romain, conservé 1000 ans de plus sous la forme régénérée de Byzance, inspiré l'Israël de l'Ancien Testament, les Incas, les Chinois, les Turcs, les Japonais, fondé la Russie et la France, fécondé les arts et les lettres, érigé les plus superbes monuments sous toutes les latitudes et les longitudes. Voilà ce qu'est être royaliste aujourd'hui. C'est sortir la France du joug du mondialisme et des querelles intestines des partis politiques qui ruinent notre pays. C'est doter notre pays d'un système politique stable et durable, sachant œuvrer dans la continuité. Incarné par un roi protecteur de tous les Français de naissance et de cœur, digne de ce nom. Selon la formule ancestrale, peuple et roi ne font qu'un. Est-ce que la théorie de l'effondrement des sociétés complexes peut s'appliquer à la Révolution française? Alors moi je parle d'effondrement contrôlé. Alors effectivement, une révolution c'est une sorte... Oui, non mais bien sûr, bien sûr. Non mais c'est en ce sens, mais en fait il n'y a pas vraiment eu d'effondrement. Non, justement. Il y a eu transformation. Mais c'est de l'ingénierie sociale, hein, complètement. Oui, ça s'applique pas. Ah si, si, complètement. La Révolution française, ça s'applique. Ah bah totalement. Enfin, non, parce que c'est pas un effondrement. Non mais voilà, non, c'est une transformation. C'est au forceps, quoi, vraiment contre la volonté populaire même. Donc c'est vraiment... et là, oui, on est dans vraiment l'ingénierie sociale, et c'était relativement furtif, effectivement, aussi. Puisque, alors je pense qu'il y avait quand même des gens honnêtes parmi les révolutionnaires qui croyaient en fait à ce qu'ils disaient. Un Robespierre par exemple, hein. Bon, on sait qu'il y avait il y avait des gens plus hauts que lui, puisque lui-même a été raccourci. Voilà, donc mais... Pardon ? Oui, voilà, non, mais bon, je veux dire, enfin, c'est nuancé forcément, c'est complexe, il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de gens impliqués, mais de toute évidence, oui, ça s'est élaboré. De toute façon, la Révolution américaine aussi, c'est pour ça que je parlais de la fin du XVIIIe siècle. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est entre 1750 et 1800 que ce projet de transformation volontariste des choses a vraiment émergé comme projet politique structuré et faisant lien social. Hein, c'est toutes les sociétés maçonniques, semi-maçonniques, etc., qui ont été les porteuses de ce projet de transformation accélérée, artefactuelle, artificielle des sociétés humaines. Et j'ai vraiment l'impression que, en fait, l'ingénierie sociale telle que c'est apparu au XXe siècle, c'est ni plus ni moins que dans la continuité, hein, en fait, de tout l'ésotérisme un peu alchimique, etc., qui a servi de substrat à la franc-maçonnerie, puis donc aux révolutionnaires. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a commencé avec la glorieuse révolution d'Angleterre ?
Aussi, je connais très mal la Révolution d'Angleterre, je sais de sources sûres, mais en fait c'est officiel que la Révolution américaine et la française sont des œuvres maçonniques, ça c'est certain à 100%. L'anglaise, je sais pas. Je n'ai pas étudié. Mais c'est là que ça va commencer. Il y a l'esprit des Lumières aussi qui a commencé à tout changer. Bien sûr, oui. Et après, tout ça avec toutes les nuances qu'on peut apporter, effectivement. Je veux dire, en outre, bon, je peut-être, enfin, comment dire ça, j'arrive à trouver, à titre personnel, des choses, enfin, des bons principes aussi dans l'idéal des Lumières. J'espère que je choque personne, quoi, mais je veux dire, bon, il n'y a pas non plus que, enfin, je dirais du caca, enfin, je veux dire que des choses strictement répulsives ou là-dedans, enfin, je veux dire. Rien n'est totalement bon ou mauvais. Enfin, non, mais c'est quand même l'esprit des Lumières contre la Lumière. C'est pas dire qu'il y avait une meilleure truc, enfin, après, bon, après il y a aussi les situations individuelles. Je ne suis pas croyant, donc en fait, je suis peut-être plus perméable. Enfin, ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, j'en sais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la notion de république, par exemple, elle date pas des Lumières. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui remonte aux Grecs. Bon, et bah, la notion de république, enfin, bon, voilà, enfin, je veux dire, en soi, c'est pas mauvais en soi, quoi. Voilà, non, mais oui, la notion de république en soi, à l'origine, n'est pas opposée à la royauté. Oui, non, en plus, non, mais on peut. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, puis de toute façon, en réalité, bon, enfin, fondamentalement, j'ai une fibre aussi monarchiste. Hein, où à un moment, je veux dire, c'est quoi la France? Ben, c'est voilà, c'est le roi et l'Église, hein, qu'on soit croyant ou pas. Je veux dire, c'est pas une question de croyance là, c'est des faits, historiquement. Hein. Donc à partir de là, bon, forcément, ça oblige à une relecture, une réévaluation de l'ancien régime. Et en fait, les mécanismes positifs de la République étaient déjà présents en réalité. Enfin, il y avait des parlements locaux, il y avait aussi du système électoral sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire en fait une possibilité pour le peuple aussi de se prendre en charge. Parce que moi c'est ça qui me plaît aussi dans l'élection, enfin dans le fait d'élire ou de passer par un parlement démocratique, c'est qu'on devient responsable aussi et on a du fait qu'on est, je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi. À partir de là, bon, je veux dire, je suis peut-être plus à même, comment dire ça, de prendre en charge ma vie au quotidien par des formes de démocratie locale et donc de délégation de pouvoir par rapport à une autorité centrale. Mais bon, enfin tout ça, c'est voilà. Les gens votaient aux élections aux États généraux. Non, mais c'est ce que je dis. Et il y avait des régions qui étaient régies par des démocraties locales identiques à celles comme Suisse. Entièrement d'accord, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça, c'est quand on fait une relecture honnête de l'Ancien Régime, on se rend compte qu'il y avait déjà tout ce qu'il y a de positif dans la démocratie et la République. C'était déjà là en fait. Et donc c'était pas la peine de retirer le roi. En fait, ça marchait, enfin, je veux dire, après il y avait des phénomènes un peu de décadence à la cour de Versailles, ça d'accord, mais bon, ça c'est partout, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... on s'en fout, quoi, c'est secondaire. Que normalement, la synagogue est fermée depuis 2000 ans. Si on est catholique, Christ et Messie, c'est pas logique. Même quand on n'est pas croyant ou d'une autre religion, il faut toujours rentrer dans la logique du système. À partir du moment où on est catholique, bah, écoutez, le reste, il a fait son temps. D'ailleurs, la France, dans cette histoire, est devenue l'Israël du Nouveau Testament, puisqu'Israël n'a pas reconnu le Christ comme le Messie. C'est d'où comment dire, cette généalogie des rois de France, qui sont l'émanation, l'autre branche davidique de l'Israël du Nouveau Testament et son élimination le 21 janvier 1793. Tout ça, ça va ensemble. Mais il n'y a que quelques personnes qui peuvent comprendre ça et les autres, nous fait des chips. Ah. Et combien y a-t-il de dynasties royales en France? Allez, on va demander à Alexandre, qui est d'origine russe. Tu saurais ça? Combien? Je dirais 3. Faux. Faux. Vous voyez à quel point vous avez passé du temps dans les classes. Mérovingiens, carolingiens, capétiens. Non. Valois, Bourbon. 5. Problème, c'est facile. Et quelle est la source de la royauté française? Ce sont les Mérovingiens. Et d'où venaient les Mérovingiens?
De Judée, gagné. Frais, le monsieur. Alors pourquoi il y a un rapport, ou y aurait-il un rapport? Il y a des combats que vous ne voyez pas. C'est ce sur quoi j'appuie le doigt maintenant. Vous savez que... Enfin, vous ne savez pas, pardon. Vous ne savez pas que la basilique Saint-Denis a recueilli les cadavres, les dépouilles mortelles des rois de France. Mais avant, c'était où? Elles étaient où, ces dépouilles des rois de France, avant? Elles étaient chez les Templiers, chers amis. C'était la tour du Temple qui avait cette charge de bon. Ça a été collé dans la basilique Saint-Denis. Pour une raison claire et simple. Qui est Saint-Denis? Alors écoutez, parce que dans l'histoire, c'est assez tordu, ça. Quelle est la particularité de Saint-Denis, évêque de Paris? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Gagné. Et qu'est-ce qui est arrivé à Louis, le XVIe? Pareil. C'est marrant, hein? Si on devait élire, c'est-à-dire choisir un système, on pourrait revenir au système royaliste, la royauté de famille, la royauté, comment? Institutionnelle. Oui, il y a d'autres formes de la royauté, jeune homme. T'en as au moins une que tu peux dire. La royauté par élection aussi. Exactement. Donc, on a ça en Europe, hein, je vous rappelle. Donc, qu'est-ce que, dans ce cas, représente le roi, dont le nom parle à lui-même, de lui-même? Voilà, c'est la loi même incarnée. Et en plus, c'est de l'hébreu. Roi, ça veut dire l'esprit. Ruach.